Bonsoir, le jeudi 12 août, il est 19h passé de 3 minutes, vous êtes sur la première. Voici les actualités du jour. Bienvenue, les titres de cette soirée. Combattre le virus partout, même dans la rue, le père Christophe mène la bataille. Ce matin, le vicaire de la cathédrale a organisé une seconde session de vaccination pour les sans domicile fixe de la ville. Ils sont venus, plus de 120 d'entre eux sont déjà vaccinés ici à Papeete. Le dimanche, avec le confinement, la question des cultes se pose. Ils peuvent se tenir, mais avec un cadre sanitaire des plus stricts. Les catholiques ouvrent leurs églises. Dimanche, vous le savez, c'est la fête de l'Assomption et sa dévotion mariale. Certaines autres confessions font une pause. La communauté des fidèles sera virtuelle. Nous faisons le point dans ce journal. C'est par la courte échelle que l'on retourne à l'école, c'est-à-dire que l'on rentre par grappes et non tous ensemble. Question de protocole sanitaire, partout les précautions sont suivies et les consignes respectées. Toutefois, de petites écoles peuvent être fermées. Exemple à Maupiti, où le maire a décidé la fermeture jusqu'à lundi. Invité Mayanou Routier, il est le porte-parole des enseignants du syndicat SNETA Force ouvrière. La semaine dernière, il demandait le report de la rentrée. Nous écouterons ses analyses tout à l'heure. Merci. Et le gong sera à 21h, pas d'autorisation de sortie, il faudra être à la maison, début du couvre-feu, une sorte de préparation au confinement prévu chaque dimanche. Ce contexte d'urgence sanitaire bouscule la vie sociale, la pandémie est forte, les professionnels le comprennent, mais s'inquiètent également. Parce que ces citoyens vivent dans la rue, ce n'est pas toujours simple de les regrouper. Les sans domicile fixe de Papeete ont répondu à l'appel du père Christophe, venir se faire vacciner. On sait que le pape François est favorable à la vaccination. Cette opération est la deuxième de ce type dans la capitale. Au total, 122 sans-abri sont déjà vaccinés. Reportage ce matin avec Jemso. La piqûre qui donne plus de liberté, surtout dans la rue. Même sans domicile fixe, et peut-être plus encore, on préfère se protéger. Vaut mieux se faire vacciner. Pourquoi? C'est important par rapport à la population. Le pays joue le jeu. La plateforme Covid est présente pour vacciner au Janssen. 43 SDF ont reçu leur injection la première fois, une cinquantaine cette fois-ci. Les gens qu'on ne voit pas forcément le matin au petit déjeuner ni au repas, les gens à qui on sert les repas le mardi soir et le jeudi soir, ils se déplacent aujourd'hui pour se faire vacciner. C'est surtout les conséquences, les effets secondaires de la vaccination, mais on arrive bien à les rassurer et ils acceptent bien. Un SDF décédé du variant Delta et 2 autres actuellement hospitalisés, de quoi convaincre quelques indécis aussi. On ne conditionne pas, par exemple, le repas au fait qu'ils soient vaccinés ou pas. C'est vraiment, pour moi, l'idée de leur offrir, pour ceux qui veulent, l'opportunité de se faire vacciner. Alors c'est vrai qu'il y en a un certain nombre là qui se font vacciner aujourd'hui, qui ne le voulaient pas il y a 15 jours et qui, du coup, ayant vu les autres, qu'ils ne sont pas morts. La rapidité de la contamination fait peur et l'accès au vaccin rassure. J'ai vu le nombre de décès, même contaminés. Non, moi, c'est pour ça que je suis venu ce matin pour me faire vacciner. La santé bénévole au service des plus isolés. Il y aura d'autres campagnes, c'est sûr. Commentaire de Natacha Silagi avec les images de Jacques Damour. On marquise aussi, le variant débarque à Wapo, 6 cas confirmés des passagers de retour de Tahiti. Au niveau des cas contacts, par le biais des familles, un recensement parle de 30 personnes. L'adjoint au maire répond à notre correspondant Lionel Taomoana. C'était d'abord de réunir le PCS, le comité du PCS, pour l'information que Taoté a voulu partager avec les différents responsables du PCS et que ces personnes donc, susceptibles d'avoir été en contact avec la personne qui a été atteinte de ce virus-là, puissent se présenter à l'hôpital et puis se faire tester et dépister. Direction le ministère de la Santé. Les chiffres encore dans le rouge ce soir, surtout à l'hôpital. 200 patients, 30 sont en réanimation. Cas actifs supplémentaires une seule journée, 1117. La situation est donc toujours très tendue ici à Tahiti et en Polynésie. Ainsi à la présidence, porte ouverte aujourd'hui. Demain, c'est un centre de dépistage. Et vous le voyez sur ces images, l'affluence est là aujourd'hui. 1380 personnes ont été dépistées ce week-end. Le grand chapiteau sera cette fois-ci vaccinodrome. Ce sera pour samedi toute la journée. On se rappelle que la semaine dernière, 3000 personnes étaient passées durant les 2 jours de week-end.
Et un soulagement annoncé hier soir, un cousinage entre gens du Pacifique, oui, une vingtaine de soignants du Caillou arrivent mercredi. C'est la réponse à la demande de l'aide du pays. Ces professionnels calédoniens viennent avec leur savoir-faire et aussi un idéal altruiste et fraternel. Direction Nouméa, une infirmière retraitée sera du voyage. Françoise Nimbaud est retraitée de l'hôpital public. Elle y a travaillé pendant 35 ans en tant qu'aide-soignante. Hier, elle a répondu à l'appel à volontaires du gouvernement. Pour elle, la solidarité est une valeur à promouvoir en ces temps difficiles. J'ai envie de partir pour aider le Fénois parce que c'est quand même dans le Pacifique et déjà au fond de nous-mêmes, on a eu des formations pour on va aider les patients, on va aider les malades et dans le fond, voilà, avec tout ce qui est en ce moment, ça donne envie d'y aller en fait. Au point de vente de produits de l'amicale des îles Australes à Nouméa, Méré Manateta-Vita, la présidente de la section artisanat voit avec crainte et tristesse la dégradation de la situation sanitaire dans l'archipel. C'est triste. Moi, je dis c'est triste parce que, bon, après, maintenant, on ne sait pas pourquoi c'est revenu. Dieu seul le sait. Et je pense que peut-être c'est depuis qu'on a ouvert les frontières à Tahiti. Comme on dit, on est à l'abri de rien. Je pense que la Calédonie, ça sera pareil peut-être. Le président du gouvernement calédonien, Louis Mapou, a répondu favorablement en lançant dès dimanche cet appel à volontaires. Une vingtaine de candidats s'est fait connaître, mais ne seront retenus que les personnes extérieures à l'hôpital. En Calédonie, il y a des infirmiers qui sont retraités, il y a des médecins qui sont retraités, qui sont dans le privé. Peut-être qu'ils étaient intéressés pour y aller donner un coup de main à Tahiti. C'est dans ce but-là que l'appel a été lancé. Et d'ailleurs, le président Mapou, quand il fait cette annonce-là à Solidarité, il faut savoir qu'il a été entendu en métropole et qu'une dizaine de personnes de métropole ont répondu à l'appel. En Polynésie, le couvre-feu entre en vigueur ce mercredi minuit. Les autorités ont prévenu que selon la situation, il pourrait évoluer. Vivre sa foi suppose aussi la partager en communauté de croyants. L'Église, c'est le corps du Christ, dit-on. La décision de confiner le dimanche bouscule donc l'ordinaire des offices. Certaines confessions pensent continuer dans le respect scrupuleux des règles sanitaires et de la jauge. D'autres préfèrent faire une pause en souhaitant un recul de la pandémie. La communion entre croyants passera là par la toile. Reportage Yari Tayata avec Patrick Zinsing. À quelques jours du premier confinement du dimanche, les églises se positionnent déjà. Du côté des catholiques, l'heure est plutôt à la préparation d'une fête religieuse importante, l'Assomption. Pour nous, on tient quand même à ce que cette célébration du 15 août ait lieu toujours en respectant les gestes barrières. L'année dernière, il n'y a pas eu de cluster dû à cette cérémonie. Bon, c'est sûr de faire confiance à la science, on ne dit pas le contraire. Mais n'oublions pas aussi notre foi et notre espérance. Une toute autre position du côté de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Plus de rassemblements religieux, tout se fera dorénavant dans les familles. Nous avons déjà pris la décision mardi soir avec tous les dirigeants de pouvoir arrêter nos réunions du dimanche pendant tout le mois d'août. Depuis l'année dernière, l'Église a déjà mis en place où les membres de l'Église peuvent faire leur propre réunion du dimanche à la maison en famille. L'Église aimerait encourager la population, nos membres, à se faire vacciner. Même scénario pour la communauté du Christ. Plus d'office le dimanche jusqu'au 5 septembre au moins. Les classes pourront toutefois se tenir en visioconférence. Nous avons proposé à nos pasteurs de mettre en place et d'utiliser les moyens technologiques, c'est-à-dire d'organiser des services, des adorations via les réseaux sociaux ou via les outils comme Zoom et de toucher la plupart des membres qui peuvent avoir accès justement à Internet. Une certitude, demain à 16h, une rencontre importante est prévue entre le haut-commissaire et les représentants ecclésiastiques. L'objet sera de trouver une concorde entre les croyants et la République. Et à noter par ailleurs que le marché de Papeete, pour sa partie alimentaire, sera bel et bien ouvert ce dimanche. On va parler de sport et les sportifs pourront encore continuer à s'entraîner, mais adieu l'adrénaline de la compétition. Vous le savez, les rassemblements sportifs, c'est fini, ni sur les vagues, ni dans les stades. Et logiquement, dès aujourd'hui, les annulations ont commencé à tomber. Les trails de la Tahiti Pro PK0 annulés, le Super Aito aussi. Tour d'horizon du monde sportif en mode résigné. Kaline Liénard avec Nicolas Suire.
Les manifestations sportives et culturelles sont interdites. On ne va pas se lancer dans une pratique de dérogation. Je l'affiche clairement. Je suis contre les dérogations qui seraient accordées parce qu'on ne va pas s'y retrouver. Et il faut que ça soit clair pour tout le monde. Un coup de massue pour la Fédération tahitienne de surf, contrainte d'annuler à la dernière minute. Les trials de la Outer Known Tahiti Pro étaient prévus ce week-end et la compétition devait débuter le 24 août. Ici, Lorenzo Avenenti se préparait à l'événement en surfant une bombe. Toutes les personnes qui hébergeaient en fait le staff, les surfeurs, eux s'étaient déjà préparés. On commençait à faire des courses pour accueillir tout ce monde. Les trialistes internationaux sont déjà là. Pour eux aussi c'est une déception. Bon, après il est ce qu'il est. Maintenant on fait avec. Après c'est la santé qui prime avant tout. Pas de Super 8 non plus le 21 août. Pour la deuxième année consécutive, la mythique course de V1 rassemblant les meilleurs rameurs est annulée. La photo Covid encore une fois. On comprend la situation, donc on ne va pas faillir le règlement. Nous, on aime bien que les gens respectent nos règlements, donc nous allons effectivement respecter les décisions. On espère qu'il va nous conduire en 2022 à de meilleurs auspices. Le président du comité olympique de Polynésie française s'attendait à la mesure annoncée par les autorités du pays, et ceci dès l'instauration du huis clos des compétitions sportives. Si les chiffres effectivement continuent à grimper, on va certainement devoir arriver à une fermeture des salles d'entraînement. Et là, c'est vrai que le mouvement sportif, comme malgré tout, fait partie du secteur économique, c'est des rentrées d'argent en moins pour les fédérations, pour les clubs, et aussi peut-être des mises en balance d'emplois sportifs. Le haut-commissaire l'a mentionné lors de la conférence de presse. Des précisions concernant les conditions de pratique des entraînements sportifs seront apportées d'ici le début de la semaine prochaine. Un chiffre toujours impressionnant, le nombre d'élèves inscrits dans le système public d'enseignement ici en Polynésie, vous le voyez à l'écran, 49 823. Un chiffre évidemment qui pose une question, combien d'élèves sont actuellement à l'école? Le ministère sera en mesure, nous dit-il, de nous donner cette réponse d'ici une quinzaine de jours. Au cours de la conférence de rentrée de Christelle Lehartel, la situation sanitaire évidemment a tenu une grande importance avec déjà un effet sur le terrain. Dans de petites îles, certaines écoles sont fermées, le personnel est touché par la Covid-19. Les remplaçants arriveront au plus vite, dit la ministre. Nous l'écoutons, elle répond à Jacques Damour. En ce qui concerne les fermetures effectives dans les archipels éloignés, c'est surtout au niveau du personnel, communal ou non, ou personnel enseignant, qui sont covidés aujourd'hui. Donc on n'est pas en capacité d'accueillir nos enfants dans les bonnes conditions. On a décidé avec la veille sanitaire de ne pas ouvrir ces écoles. Elles vont commencer à s'ouvrir à partir de lundi. On a une brigade de remplacement et une brigade de formation. C'est du personnel qui est à disposition des établissements scolaires qui ont été répartis le plus rapidement possible dans les établissements scolaires. Le plus important pour nous cette année, c'était vraiment d'axer sur les gestes barrières, sur ce fameux Vademecum que nous avons repris, que nous avons retravaillé plusieurs fois avec les employés, les personnels de la santé, et puis surtout que nos enfants reviennent à l'école. Mais l'axe prioritaire, la priorité des priorités pour cette rentrée des classes, c'est vraiment les gestes barrières à appliquer dans les établissements scolaires. C'est le renfort du personnel enseignant et non enseignant, mais les enfants doivent revenir à l'école. Et rebond dans ce journal avec notre invité, Monsieur Routier, enseignant et syndicaliste. Il porte la parole ici du syndicat SNETA FO. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos tenus par la ministre, notamment sur la question des gestes barrières? Bonsoir, oui, sur la question des gestes barrières, oui, on se retrouve, du moins ça a une importance capitale. Dans plusieurs des discours qu'on peut entendre ici et là, c'est vaccinez-vous en premier lieu. Pour nous, en premier lieu, c'est protégez-vous et protégez les autres en respectant les gestes barrières, nettoyage des mains, le port du masque. C'est essentiel, ça a déjà fait ses preuves par le passé. Maintenant, voilà, aujourd'hui, il y a un sentiment chez certaines personnes vaccinées on va dire d'une immunité complète, alors que ce n'est pas le cas. Et que, du moins pour nous, si on en est là aussi aujourd'hui, c'est ce sentiment d'immunité qui fait que... Quelle est la situation ce soir? Quelles sont les remontées de terrain que vous avez au niveau des fermetures de classe et au niveau de la présence des élèves? Il y a certains établissements sous tension, et pas uniquement au niveau du personnel enseignant d'ailleurs.
Au niveau des élèves, les chiffres qu'on a font apparaître 60 à 70% d'élèves présents. Après, il faut voir, il y a des établissements qui ont étalé leur entrée. Là où nous, on est inquiets et où malheureusement la ministre n'en a pas parlé, c'est que dans certains établissements, on se retrouve avec des surveillants en moins parce que infectés par malheureusement le Covid. Dans un établissement de 600 élèves, 2 surveillants pour 600 élèves, un à l'entrée, à la cantine, faire respecter les gestes barrières dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Vous demandez la fermeture de l'établissement quand il n'y a pas de surveillant pour épauler le CPE, surveillant général? Oui, ça serait une bonne chose. Maintenant, je pense, du moins à première vue, c'est pas forcément la volonté de la ministre. On a un autre cas dans un autre établissement où le chef d'établissement a appelé les enseignants à venir remplacer les surveillants, les 6 surveillants de son établissement qui étaient là. Je pense pas que ça soit une bonne solution et c'est pas dans le cadre réglementaire. Très rapidement, vous avez écrit à la ministre, c'était la semaine dernière, vous demandiez un report de la rentrée. Ce soir, évidemment, on est rentré. Est-ce que vous êtes déçu de cette rentrée? Déçu, du moins, on se doutait bien que, du moins, dans le discours qu'elle a pu avoir lors de la présentation du Vademecum, c'était clair que le report de la rentrée pour elle, comme les classes à demi-effectif, c'était hors de question. C'était votre demande. Maintenant, la semaine dernière, on n'était pas au nombre de cas qu'on a aujourd'hui. On est autour des 1000 cas par jour. Du moins, ça s'accélère. Et à mon avis, ça s'accélérera de manière exponentielle. Maintenant, voilà, il y a des décisions qui sont prises aussi par l'État au niveau d'un confinement le dimanche, pour lequel nous, on se pose des réelles questions. Est-ce que le virus, il ne se propage pas entre 21h et 4h du matin, ni le dimanche? Un autre mot, angoisse, inquiétude parmi les collègues enseignants? Oui, il y a un peu d'angoisse, surtout sur les personnels qui aujourd'hui sont vaccinés et ont certaines comorbidités. On l'a vu, le Tanté Malé l'a dit, il y a quand même des gens vaccinés avec des comorbidités qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus parmi nous. Merci M. Routier pour ces précisions. Merci d'être venu ici à Pamata et à la première. Nous allons faire un tour à Bora Bora. Là-bas aussi, les écoliers ont repris leur cartable. C'est toujours un moment émouvant, surtout pour les plus petits. Quitter la maison à l'école Namaha 1, plus de 300 élèves. Le retour dans la classe s'est fait par petits groupes. Protocole sanitaire oblige. Tout s'est bien déroulé. Guirlande de réaction avec notre correspondante Rosanna. On a dû remanier toute la rentrée et vraiment procéder à une rentrée échelonnée. D'habitude, c'est le cas pour les petites sections, mais cette année, on l'a fait aussi pour les moyennes et les grandes sections, en tenant compte du fait qu'on a quand même une école à 300 élèves. Donc, avec l'afflux des parents, c'était préférable pour nous de le faire sur toute l'école. Ce matin, nous constatons que les parents sont bien présents par groupe et que le fonctionnement ne perturbe pas cette rentrée scolaire. Bien au contraire, ils ont hâte de venir, ils sont joyeux, il n'y a pas de pleurs. Notre petite, elle est contente de rentrer pour sa première rentrée. Toute contente, elle était déjà prête pour venir à l'école. Elle avait hâte de revenir. Très bien, on va continuer à aller dans les écoles et de la broderie aussi du côté de la rentrée de Rangiroa. Les classes de primaire ont retrouvé les professeurs ce matin. C'était à l'école de Tiputa. Les consignes ont été suivies précisément. Les guides sanitaires, gel en main, étaient présents et on l'a vu. C'est une clé du maintien de l'école. Les parents ont obligation de rester devant le portail. Parmi le personnel, aucun cas. Mais dans l'île, 28 personnes ont été recensées positives. Belen Ferro a rencontré les enseignants de Tiputa. Ils ont une rentrée échelonnée, c'est-à-dire environ 5 élèves par jour. Voilà. Alors, l'école de Tiputa actuellement compte 90 élèves inscrits, mais on va voir ce qui va se passer après. Les parents ont l'obligation de rester au portail, donc ils ne peuvent pas pénétrer dans la cour de l'école. Nous avons reçu un Vademecum émanant du ministère de l'Éducation concernant cette rentrée. Nous avons diminué les effectifs, nous les avons échelonnés en plusieurs jours. Suite à l'augmentation des cas de Covid. Donc, les enfants vont venir petit à petit cette semaine. Et la semaine prochaine, on augmentera le groupe d'élèves. En fait, les gestes barrières ont été rappelés aux parents. À l'entrée de l'école, il y a les guides sanitaires. En classe, nous avons
placer les ateliers en fonction à ce que les élèves soient bien distants. Le monde change ce soir, c'est le retour, vous le savez, du couvre-feu et ce dès 21h. Le dimanche, ce sera confinement, des réalités de vie sociale qui toucheront pleinement certains professionnels. Nous pensons aux gérants de roulotte, les restaurateurs, etc. La gravité de l'épidémie ne leur échappe pas, mais économiquement, ce n'est pas la joie. Caroline Fary et Patrick Tinsing étaient hier soir à Papeete. Plus que quelques heures de liberté avant le couvre-feu et le confinement dominical à venir, des mesures pourtant jugées utiles par les noctambules. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est bien, il faut le faire. Le président et le haut-commissaire viennent d'annoncer le confinement juste le dimanche. J'ai suivi à la télé cet après-midi. Vous pensez que c'est une bonne chose? Tout à fait. Oui. Je pense effectivement que toutes les mesures pour limiter la propagation de l'épidémie sont bonnes à prendre. Il faut absolument respecter les consignes qui ont été données ce soir. Et c'est comme ça, c'est la loi, c'est le règlement, voilà, obligé. Ça ne vous pose pas de problème de rentrer chez vous à 9h? Oui, mais voilà, obligé de demander à mon patron de faire un papier autorisé pour que j'aille au travail. Chez les professionnels des roulottes, on se pliera aux consignes, parfois avec soulagement, souvent au détriment du chiffre d'affaires. On est pénalisé, mais d'un côté, nous, on est un peu ravis. Pourquoi? Parce qu'on quitte plutôt le travail, on rejoint notre famille. Pour la plupart, c'est ça. Bon, après, crise sanitaire oblige pour le couvre-feu. Voilà, on respecte. Mais c'est compliqué aussi de fermer avant, de renvoyer. Ah oui, là, ça va être le challenge, là. Tu vois, c'est on ouvre, on ferme. C'est le stress. Donc c'est un manque à gagner pour vous? Beaucoup, oui. Pratiquement 50%. Le lendemain matin, le numéro 2 arrive. Et voilà. Ça permettra d'avoir une présence humaine toute la journée et toute la nuit. Les bars et restaurants, habitués à ces mesures depuis le début de la crise, accusent le coup. Il s'agit à présent de s'organiser au mieux. Là, ouais, on est vraiment obligé de s'organiser parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le dimanche, on est toujours ouvert, donc il y a toujours une présence humaine. Et du coup, qu'on va être fermé, il faut avoir une présence humaine pour éviter... Il y a beaucoup de voleurs mais évidemment. Des dérogations devraient intervenir pour les déplacements vers l'aéroport et la gare maritime le dimanche, même si l'évolution de la situation sanitaire promet de nouvelles mesures restrictives. Et c'est entouré des siens que René Malmezac a rejoint sa dernière demeure. Dans cette terre du Fénois qu'il aimait tant, ce calédonien de souche en avait le souhait, son parcours d'excellence au niveau du monde entrepreneurial a marqué le pays. La présidence parle d'un homme bon qui a aidé son prochain. Voilà donc pour l'information. Nous vous rappelons le titre principal de la soirée et malheureusement il a toujours trait à la Covid. 200 personnes ce soir à l'hôpital, 30 placées dans une situation de réanimation. La situation est tendue. La présidence a accueilli au niveau de la prévention 1300 citoyens pour le dépistage aujourd'hui. Ce sera également ouvert demain vendredi. Dimanche, samedi, vaccinodrome à la présidence et les SDF sont dans le move de la vaccination. Plus de 120 de ces citoyens ont déjà été vaccinés grâce aux efforts du père Christophe. On va regarder maintenant ce qui nous attend sur les écrans de la première. On va regarder la presse écrite avec La Dépêche, les infirmiers libéraux dans une impasse surréaliste. Ça concerne la relation entre ces praticiens et leurs clients atteints par la Covid-19. Voici maintenant, si tout va bien, les écrans de la première. Les voici, la police débarque chez vous. La série s'appelle Elementary. C'est une série américaine. Et après, une fiction tirée d'un fait divers réel qui nous amène dans l'histoire mouvementée de la Colombie d'aujourd'hui. Le film s'appelle Opération E. Et bien voilà, ça y est, nous sommes à la fin de ce journal. Merci d'être fidèle au poste. Demain à la radio, vous retrouverez notre duo Carlos Tatua et Ibrahim Ahmedazi pour les informations. Soyez fidèles à la première et passez une excellente soirée avec nous, avec toujours le cœur à l'espérance. À demain soir.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.